Alors nous allons accueillir Alexandra Dur, qui est professeure, neurogénéticienne à la Pitié-Salpêtrière. C'est la spécialiste mondiale des pathologies neurologiques dégénératives héréditaires. Elle était la première, avec Dr Josué Feingold et Marcela Gargiulo, à monter la première consultation présymptomatique en 1992, qui consistait à accompagner une personne bien portant, à se savoir ou ne pas se savoir, porteur d'une maladie génétique qui allait se déclarer 10, 20, 30 ans après. Donc, sujet passionnant. Merci beaucoup. Oui, passionnant parce que, enfin, je ne sais pas, on a été invité pour parler des tests génétiques et se risquer ou ce risque à savoir si on est porteur ou non d'une anomalie génétique qui va se déclarer bien des années plus tard. On était invité avec Marcela Gargiulo parce qu'on travaille en duo depuis très longtemps dans un service de génétique qui fait des tests présymptomatiques des maladies à révélation tardive neurologique. Donc, je pense que c'est... Est-ce que ça veut dire que les gens qui se risquent finalement à savoir transgressent? Peut-être, parce que dans le nombre... Maintenant, on a un recul de presque 30 ans sur les premiers tests qui existaient dans la maladie de Huntington, et on sait que même pas 20% des personnes à risque vont faire le test. Donc ça veut dire que la très grande majorité ne vont rien faire. Donc ça veut dire, est-ce que ces 20%-là sont des transgresseurs? Je ne crois pas, parce qu'ils prennent en main quelque chose dans leur destin, ou on croit en tout cas de le faire, et c'est ce que je voudrais vous illustrer un peu avec quelques diapositives que je vous ai préparées, pour vous emmener un peu à préparer le terrain du test génétique, pour pas que vous partez dans tous les sens dans la discussion après, et laisser Madame Gargiulo terminer là-dessus. Si ça vous dérange pas, on va vous mettre les slides sur le marque central. Pas de problème. Vous allez changer de place comme ça, vous verrez vos slides, ça sera plus simple directement. Parfait. Voilà, petit problème technique. Et je ne peux pas les avancer, moi? Voilà. Je ne peux pas les avancer? Si on vous ramène une zappette en attendant mes petites diapositives suivantes. D'accord. Donc, si vous voulez commencer, ça serait bien. Comme ça, je peux vous montrer déjà de ce que je veux dire, parce qu'autrement, on aura... Voilà, la prochaine, s'il vous plaît. Donc, vous voyez là sur une ligne, comme si c'était linéaire, de partir à la naissance avec le fait que vous êtes né avec l'anomalie génétique. Donc, vous avez cette prédisposition génétique. Et il ne se passe rien pendant des années, jusqu'à arriver à des signes cliniques. Si vous voulez passer la prochaine, qui va vous emmener les différentes phases. Donc, vous êtes finalement dans un stade porteur pré-lésionnel, puis pré-manifeste, parce qu'il n'y a pas de symptômes, mais voilà, et puis symptomatique. Donc, on traverse ces phases-là. À quel moment on a envie de savoir? Parce que pendant tout ce temps-là, on pourrait faire le test. Très proche du début de la maladie ou très en amont. Et à quoi ça peut bien servir? C'est là où on est. Si vous voulez bien appuyer encore sur la diapositive. C'est-à-dire tout ce diagnostic précoce peut se dérouler là. Alors, les gens vont me dire, mais tous ces gens-là, pour des maladies qui se révèlent à 40, 50, 60 ans, est-ce qu'ils vont venir à 18 ans, pile poil, pour faire le test? Eh bien non. Ils viennent en moyenne à 35, 45, quand ils ont déjà des enfants. Et pas du tout pour éviter de transmettre la maladie. Ça, c'est une attitude un peu médicale pour penser aux tests génétiques, mais pour savoir pour eux. Et si vous voulez bien passer la prochaine, la question c'est, il faut bien différencier entre les tests génétiques qu'on fait pour une personne qui a des symptômes et des tests génétiques qu'on fait prédictifs. J'aime pas le terme prédictif parce que finalement, qu'est-ce que nous prédisons? La prédiction, ça serait un terme presque de parole divine ou oracle. Et la toute-puissance de la médecine serait derrière ces mots-là. Et je ne pense pas du tout qu'on fait ça. D'abord, les patients qui ont cette maladie-là et qui transmettent le fait que leurs enfants sont à risque aux personnes à risque, les personnes à risque, ils connaissent la maladie parce que leur père ou leur mère ont eu une maladie qu'ils connaissent presque mieux que les médecins qu'ils vont rencontrer, puisque c'est des maladies rares la plupart du temps.
Donc, on ne leur fait pas, si vous voulez, l'histoire de la maladie en disant oui, vous allez avoir ci ou ça. Non, ils savent exactement ce qui les attend. Et c'est dans cette idée-là qu'ils rentrent dans le test. Donc, si vous voulez passer la prochaine, s'il vous plaît. Donc, dans quelle maladie on parle? C'est des maladies autosomiques dominantes. Donc, la personne à risque a 50% de risque de recevoir l'anomalie génétique. J'ai mis en premier chef de file la maladie de Huntington parce que le gène a été identifié en 92, donc je vous disais 30 ans de recul, et c'est à peu près ça. La maladie d'Alzheimer avec un gène majeur, mais c'est extrêmement rare, les formes familiales de la maladie d'Alzheimer. Il y a récemment, en 2011, on a découvert un gène très fréquent dans la SLA, et ça a un peu bouleversé les gens de la sclérose latérale amyotrophique parce que tout à coup, ils se sont trouvés devant une maladie qui est probablement héréditaire, qui était dite par les neurologues non héréditaire. Donc là aussi, est-ce qu'il y a une demande de faire le test? Oui, il y en a une demande. Donc vous avez les maladies encore plus rares qui suivent. Mais juste pour vous donner une idée. La prochaine, si vous voulez, pour vous illustrer encore un peu plus. Bon, quels sont les enjeux pour les gens qui viennent, finalement? Si vous n'avez pas de prévention à proposer derrière, parce que qu'est-ce que ça veut dire d'être porteur de la mutation de la maladie de Huntington? Est-ce que vous allez pouvoir faire quelque chose au moment où vous savez que vous êtes porteur? Aujourd'hui, pas encore. Peut-être dans un futur. Il y a maintenant des premiers essais thérapeutiques. Peut-être dans 10 ans, on serait capable de retarder le début de la maladie. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, on n'a pas grand-chose à faire. Donc, on n'est pas dans une action. Donc, vous êtes dans des espèces d'incertitudes. À quand la maladie va commencer? Comment va-t-elle être exactement? Est-ce qu'elle va être plutôt comme mon père ou comme mon oncle ou peut-être comme mon cousin qui est très différent? Donc, vous voyez, c'est très désagréable d'une certaine manière, mais d'un autre côté, cette variabilité, elle n'est pas expliquée ou explicable. Donc nous sommes dans une certaine incertitude aussi par rapport à ça. Et cette incertitude, elle doit être transmise à la personne. De leur donner l'impression qu'ils vont maîtriser leur avenir après, je pense que ça serait une erreur, puisque maîtriser quoi? Et comment? Je ne sais pas. Comme je vous disais, c'est la prévention et les actions qui sont possibles sont plus ou moins limitées. On pourrait se dire, mais vous pouvez décider de divorcer, aller faire le tour du monde, mais finalement, c'est des choses qui ne sont pas vraiment faites. Donc la transgression derrière un résultat, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils font les gens? Dans notre expérience, et Mme Gargiulo vous en parlera un peu, pas vraiment. C'est-à-dire les gens ne vont pas complètement changer leur habitude, leur vie, après. Et juste pour un exemple, je me souviens très bien d'une femme qui est venue me voir en disant « J'ai un mari et j'ai un amant. Si je suis porteuse, je ne sais pas avec qui je vais partir ou rester. » Et je pense que on avait tous pensé qu'elle allait partir avec son amant, mais finalement elle est restée avec son mari. Donc vous voyez, je pense que les choses ne sont pas si simples d'utiliser le test derrière et le résultat derrière un test présymptomatique. La prochaine diapositive, si vous voulez. Les incertitudes, et je vous montre juste, parce que je suis généticienne et parce qu'on travaille avec ça, un arbre généalogique. Et quand vous êtes une famille comme celle-ci, ça se transmet bien d'une génération à l'autre, mais quand vous regardez les cercles jaunes, c'est des gens qui commencent la maladie vers 50 ans. Les cercles rouges, dans la petite enfance, et les cercles verts, ils ne les développent pas du tout en étant porteurs. Donc, qu'est-ce que quelqu'un qui est descendant de quelqu'un qui a commencé, par exemple, à 50 ans, va pouvoir faire avec son test génétique? Pas grand-chose, à part de dire « je ne suis pas encore malade, donc je ne sais pas à quel moment ça va commencer ». La prochaine diapositive. Mes animations c'est un peu compliqué quand on n'a pas la main. Je vous disais tout à l'heure, voilà, très bien, c'est parfait. Donc vous êtes dans cette situation-là quand vous voulez faire un test présymptomatique. Vous êtes l'enfant de quelqu'un, on connaît le gène, vous voulez savoir. Je vous disais qu'ils viennent à un âge où ils ont déjà des enfants.
Donc, puisque vous êtes tous les deux dans la PMA, il est vrai que est-ce qu'ils le font parce qu'ils veulent faire un diagnostic prénatal, un diagnostic préimplantatoire? Pas forcément. Ça peut arriver, mais le projet parental n'est pas forcément une raison pour s'y lancer. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important, qu'il ne faut pas oublier. La prochaine. Voilà, les enfants sont déjà là. Et encore une fois, les enjeux qui sont discutés en consultation, c'est la gravité, les possibilités de prévention et l'expressivité variable. Et je ne peux pas le répéter plusieurs fois, encore une fois, parce que quand vous êtes à risque pour une maladie, vous pensez qu'elle va être forcément comme celle que vous connaissez dans la famille. Donc, si vous pensez que c'est une maladie pas grave dans la famille, parce que ça a été bien géré, parce que c'est une maladie de Huntington, par exemple, très tardive, qui s'est bien passée, vous allez probablement même pas vouloir un test présymptomatique, puisque à quoi bon? Si c'est une maladie qui est très douloureuse, parce que ça a été difficile, ça a été une forme très psychiatrique de la maladie, très précoce, très douloureuse, et bien là, votre vécu et votre appréhension d'être porteur ou pas va être compliqué. Par contre, si vous arrivez à savoir que vous n'êtes pas porteuse de la maladie, évidemment, c'est un soulagement énorme qui arrive que dans 50% des cas. Et selon ce que vous imaginez ce qui va arriver, finalement, c'est ça. C'est chaque histoire, chaque couple, chaque personne qui vient à un moment précis de sa vie est une histoire nouvelle. Et le timing que la personne va choisir pour faire le test est compliqué et propre et personnel à la personne. Donc la prise en charge qui est faite par un dispositif, comme je disais, avec les psychologues, avec les généticiens, avec les conseillers en génétique, ça se fait un peu dans le temps parce qu'il faut avoir un peu de temps pour décider si on veut savoir ou pas, pour être en position d'un résultat avec lequel on peut faire quelque chose. Et je crois que je vais m'arrêter là puisque mon temps est fini. Merci beaucoup pour ce sujet très, très intéressant. Alors, j'ai beaucoup de questions, Laurent, je pense aussi, mais on va peut-être se limiter un petit peu. Alors, une question, comment on vit avec le poids de cette annonce? Et puis, certains couples se disent, moi, je ne veux pas savoir mon statut. Je vais me diriger, comme vous le dites, vers le diagnostic pré-implantatoire d'exclusion. C'est-à-dire, on ne connaît pas son statut, mais on ne va pas transférer les embryons qui seraient éventuellement porteurs de l'allèle grand-maternel si c'était la grand-mère qui était atteinte. Et donc, ils font du diagnostic pré-implantatoire, du fécondation in vitro. Ça ne fonctionne pas. Et malheureusement, on ne conserve pas ces embryons-là. Et finalement, ils viennent vous voir en parcours présymptomatique après un diagnostic préimplantatoire et vous leur rendez l'annonce qu'ils ne sont pas porteurs de cette maladie génétique. Comment ça se passe? Alors ça, c'est une situation assez exceptionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de rien faire pour savoir. Ouais. Ils ont fait quand même une démarche de PMA. Ça n'a pas marché. Ils reviennent finalement en disant, mais peut-être je n'ai pas besoin, peut-être je ne suis pas porteur. Et effectivement, ils ne sont pas porteurs. Eh bien, ça dépend qui des deux personnes du couple finalement était à risque. Si c'est l'homme, évidemment, la femme, elle va dire, mais j'ai fait tout ça pour rien. Je pense que des histoires entre couples, les psychologues vont dire mieux que moi, ça peut en tout cas engendrer une certaine animosité, disons. Si c'est la femme qui était à risque, elle verra ça probablement un tout petit peu différent, d'une façon différente, parce qu'elle n'a pas accès à un don d'ovule, en tout cas facilement, donc de n'avoir perdu un peu de temps, entre guillemets, pour ça avec le diagnostic préimplantatoire d'exclusion, peut-être elle regrettera aussi parce que si elle était porteuse, quand même l'heure tourne. Si elle n'est pas porteuse, du coup, elle est plutôt très soulagée et le couple peut repartir. Mais je vous dis, si c'est l'homme, je ne sais pas comment la femme va vivre ça, d'avoir traversé toute cette technicité pour avoir un enfant. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.